Bonjour, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Michel Cotta, que tous les téléspectateurs français connaissent bien, éditorialiste, journaliste, qui a eu d'énormes responsabilités dans le milieu de l'audiovisuel et qui connaît parfaitement, comme en témoignent ses nombreux ouvrages, la politique intérieure française. Alors, à propos de politique intérieure, nous avons un petit événement aujourd'hui, ou peut-être un très grand événement, je ne sais pas, c'est le voyage du président Macron dans le Lot. C'est le début de sa campagne électorale ? Alors je vous dirais oui et non. C'est aussi la fin, c'est surtout la fin du coronavirus ou de la vague ultime du coronavirus, du début de la fin, début de la sortie. Et donc c'est vrai que paradoxalement, cette pandémie lui a donné une popularité nouvelle que n'avaient pas les autres présidents de la République au même moment de leur mandat. Cette popularité, elle est fragile et par conséquent, pour montrer que il faut récupérer tous ces atouts avant la campagne, eh bien, il s'y prend le plus tôt possible. C'est aujourd'hui dans ce charmant village. Alors, c'est un charmant village français de Saint-Cirque-la-Popie où il commence. Donc, c'est à la fois la volonté de proximité des Français, puisque on lui a beaucoup reproché de ne pas l'être, évidemment, et puis à la fois l'envie de redécoller sans avoir l'air de le faire. Mais alors justement, cette comparaison que vous faites à cause de l'épidémie de Covid, de la pandémie qui est, paraît-il, en train de se terminer, c'est que souvent, quand la popularité du président Macron ayant cru à ce moment-là, souvent après ce genre d'épreuve, par exemple après la guerre, Churchill, il était au sommet de sa gloire et il était écarté, c'est le général de Gaulle aussi, enfin, toutes choses étant égales par ailleurs, évidemment. Oui, c'est vrai que les mauvais souvenirs dans le peuple, dans toute une population, généralement se traduisent comme ça. J'ai beaucoup en tête l'exemple de Churchill, figurez-vous, parce que c'est celui qui est le plus évident. Grâce à lui, la guerre a été gagnée, vraiment grâce à lui. C'est un personnage unique dans à la fois la verdeur et l'efficacité politique. Puis paf, mauvais souvenir, la guerre, on s'en débarrasse. Alors évidemment, ça peut être un réflexe. C'est pour ça que je disais que la popularité était fragile. Mais là, surtout, parce que peut-être si on tourne vraiment la page, ben on a envie de tourner toutes les pages, et la page Macron aussi. Ça, oui. Voilà. Donc il s'y prend avant, effectivement, qu'une campagne soit mise en route, enfin, avant la rentrée, un peu pour prendre l'avance sur les autres candidats, quand même, qui se font attendre. Ouais. Et alors, il a dit aussi qu'il voulait ne pas parler, mais écouter. Alors, est-ce que vous croyez qu'il en est capable? Parce qu'il parle beaucoup. Tout à fait. Ça, tout à fait. Je veux dire, tous les gens qui le voient, et c'est d'ailleurs une partie de son charme, mais qui reste réservé à certains. Et ça explique qu'il y ait quand même autour de lui une horde de fidèles qui boivent ses paroles. Et à la fois, les gens notent toujours qu'il écoute, qu'il prend même des notes, qu'il est très intéressé et qu'il peut, après, c'est ce qu'il a fait dans la tournée des mers, vous vous rappelez, qu'il peut après répliquer point par point, y compris quand on lui a posé 10 questions, il est capable de reprendre la première. Bon, alors, il y a de sa volonté, il y a de sa part une volonté d'écoute, mais au fond, ce que les Français ont à le dire, il le sait. On le sait très bien, on voit bien comment les mécontentements, on va lui parler de l'insécurité, des logements, du chômage, il le sait très bien. Simplement, c'est un lien à établir avec les gens qui l'écoutent. Voilà. Et puis, tout ça est relayé par la presse locale, donc ça fait quand même un maillage plus profond. On lui reproche de rester à l'Élysée en monarque, et ben, il fait le contraire. Oui, moi je me souviens quand même de conférences de presse soporifiques, parce que d'une longueur incroyable. Bon, oui. Mais les rencontres avec les maires aussi étaient... Mais il fait partie des hommes politiques, Mitterrand était aussi pareil, il fait partie des hommes politiques qui ne savent pas s'arrêter, qui ne savent pas, qui ont toujours quelque chose à dire après un autre point à développer. Donc c'est vrai que de temps en temps, ça fait des conférences de presse interminables. Les maires, finalement, ont supporté 4 heures, mais comme c'était la première fois qu'ils étaient traités de cette façon-là, ils ont trouvé plutôt que c'était un signe de respect. Oui. Voilà. Donc ça marche au moins une fois.
Après, la troisième conférence de presse à 4 heures, évidemment, c'est un peu difficile. Ah, vous avez parlé de François Mitterrand, faisons une petite parenthèse à propos des qualités d'orateur de l'un et de l'autre. Moi, personnellement, pas politiquement, mais personnellement, j'ai quand même une préférence pour l'orateur Mitterrand. Ça dépend quel orateur. L'orateur de meeting, sûrement, ça sans équivalent. L'orateur de télévision, il lui a fallu beaucoup de temps pour apparaître. Il lui a fallu une dizaine d'années pour être naturel avec la télévision. C'est beaucoup, une dizaine d'années. Tandis qu'à la fois, Emmanuel Macron est complètement habitué à la télévision. Il a vécu dans la télévision, il est né dans la télévision, ce que n'était pas, ce que n'était pas François Mitterrand. Mais enfin, vous avez raison en matière de meeting. Mais est-ce que les meetings existent encore de la même façon qu'avant? Peut-être pas. En matière de meeting, Mitterrand était tout à fait incomparable. Alors revenons à la campagne. On a beaucoup reproché, donc vous l'avez déjà dit, au président Macron d'être un peu détaché de la France des territoires et d'être plutôt centré sur les métropoles. Donc là, il veut essayer de se raccrocher là. Mais c'est quand même difficile parce que son adversaire principal, enfin, je crois, Marine Le Pen, elle, ça fait des années qu'elle parcourt les territoires. Elle a recommencé aussi un Tour de France à propos des élections régionales. Donc elle est tout le temps en Tour de France. Alors je ne sais pas si c'est difficile ou non, mais en tout cas, ça symbolise bien, je trouve, l'état actuel de la politique française. C'est-à-dire qu'il y a Marine Le Pen sur la droite, et Emmanuel Macron face à elle, au centre, et que, en dehors d'eux, tout le reste s'évapore un peu. La gauche est divisée et reste divisée, malgré tous ses efforts. Mais enfin, les écologistes pensent qu'ils sont les premiers, les socialistes pensent qu'ils doivent être les premiers. Mélenchon pense qu'il ne peut être que le premier. Bon, évidemment, ça fait... La gauche est en miettes. Mais d'un autre côté, c'est la première fois, je crois, à l'occasion de ces régionales, que la droite républicaine, LR, est franchement au bord de la rupture. C'est-à-dire qu'on voit très bien ceux d'entre eux qui essayent de maintenir un parti républicain fidèle à l'idéal gaulliste, enfin fidèle plus ou moins, fidélité en politique, bon. Mais donc un mouvement, et puis ceux qui autour d'eux sont tentés et par le Rassemblement national. C'est le cas, au fond, de Thierry Mariani, qui a été longtemps LR, qui a été ministre de Sarkozy, avant de choisir le Rassemblement national. Mais enfin, c'est pas seulement son cas. Il y a une bonne vingtaine de dirigeants et de députés qui, en cas de victoire du Front National, trouveraient une façon, du Rassemblement national trouverait sans doute une manière de collaborer avec eux facile. Et puis il y a de l'autre côté, dans le même mouvement républicain, des gens qui disent, écoutez, à quoi on joue, si l'avenir est contre Marine Le Pen, il ne peut être qu'au centre droit et au centre gauche, mais surtout au centre droit. Et dans le centre droit, le meilleur de nos candidats, c'est Macron. Donc on a vraiment l'impression, et c'est la première fois, parce que je trouve que jusqu'à présent, ils avaient pas mal résisté, LR, malgré que Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire viennent de LR, mais il n'y avait pas eu de vague de ralliement à Emmanuel Macron. Et là, on n'a pas une vague de ralliement, on a un éparpillement. Voilà. Et c'est la première fois que LR subit cet assaut et ces difficultés. Et que faudrait-il alors comme résultat d'élection pour que le LR... par exemple, si LR était battu dans les Bouches-du-Rhône, enfin en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce serait quand même une énorme région qui échapperait à LR, ce qui serait même chose, encore qu'il en ait démissionné, mais enfin Xavier Bertrand est proche de LR, même chose s'il perdait par rapport au Rassemblement national. Et je peux vous dire que les Hauts-de-France, c'est-à-dire le haut de la France et le bas de la France, au mouvement national et avec Marine Le Pen, ça créerait quand même un sacré choc.
à la politique française. Et puis il y a aussi d'autres régions dans lesquelles Marine Le Pen progresse beaucoup, enfin les candidats Marine Le Pen progressent beaucoup. C'est le cas de la Loire et des Pays de Loire, et c'est le cas de Bourgogne-Franche-Comté. Bon, donc là aussi, donc il y a, si vous voulez, 4 régions dans lesquelles, alors dans une c'est un socialiste, mais dans les 3 autres c'est des LR, il y a au moins 2 régions dans lesquelles LR peut perdre sérieusement. Alors, évidemment, cette défaite ne lui sera pas tellement attribuée, et tout de suite on dira « Ah, mais c'est Marine Le Pen qui est déjà en train... Ouais. » pour le premier tour de l'élection présidentielle, d'écraser le président Macron. Mais enfin, quand même, c'est un scrutin qui devient maintenant capital. Au début, on se disait un scrutin régional, et puis qui en plus a été retardé beaucoup de fois. On se disait, bon, ben, ça ne changera rien. Les sortants sont les sortants. Et dans une dynamique pareille, c'est eux qui restent généralement, sauf vagues insubmersibles. Mais là, on se dit, eh bien non, les sortants, pour une première fois, sont menacés. Et vous pensez que ça va inciter les Français à aller voter ? Oui, le problème, vous avez raison, le problème est là. Le problème est que les Français votent de moins en moins. Ils ont voté récemment là, pour des législatives partielles. Ouais. Il y a même une circonscription, il y a eu 15% des gens seulement qui se sont déplacés. Là, je crois qu'étant donné la nationalisation du problème régional, oui, les gens seront quand même tentés d'aller voter. Et comment expliquez-vous alors les gains enregistrés par Marine Le Pen et par son parti dans les régions ? Qui motive par... Là, c'est évident. D'abord, elle n'a pas fait tellement d'erreurs pendant toute cette pandémie où elle a pourtant critiqué le gouvernement, mais enfin, elle n'a pas été complotiste à la Villiers ou trop agressive dans certains cas. Elle a su se taire. Elle a su tout de même se dédiaboliser d'une certaine façon. Après tout, au bout de tellement d'années, c'est devenu un personnage habituel de la politique française. Et enfin, nous avons effectivement à faire face en France à un problème de sécurité tout à fait évident. Tous les autres pays aussi, hein, mais enfin, elle a fait de la sécurité un de ses thèmes principaux. Donc à partir du moment où il y a un risque d'insécurité, il est évident qu'elle profite de sa position. Même si le gouvernement fait en ce moment beaucoup de choses pour la police, pour la justice, déplace des millions, engage des policiers. Mais quelque part, au fond, Emmanuel Macron n'a jamais paru. Il s'est d'abord préoccupé de l'économie, puis de la maladie, puis des problèmes sociaux. Et au fond, il avait repoussé au plus loin les problèmes, entre guillemets, régaliens, c'est-à-dire qui concernent l'État, c'est-à-dire les problèmes de la police et de la justice. Et c'est ces problèmes-là qui, d'un seul coup, émergent à la sortie de la pandémie. Donc on voit très bien comment l'argument essentiel de Marine Le Pen lui permet aujourd'hui de raccrocher des gens. En plus, c'est une élection partielle, enfin régionale. Alors les gens peuvent se dire que le destin de la France n'en sera pas modifié. Raison de plus pour manifester en mauvaise humeur. Et alors quand vous dites sécurité, en fait, le mot qui se cache derrière, c'est immigration. C'est ça ? Non, je ne pense pas qu'il y ait... Je pense qu'il y a... si on est raisonnable, on peut se dire qu'il y a toute une partie de la sécurité qui n'a rien à voir avec ça. Quand vous avez 50 féminicides dans les 3 premiers mois, c'est une violence épouvantable, mais c'est une violence qui n'est pas due à l'immigration. Même chose sur le terrorisme, c'est aussi un autre cas. Alors l'interrogation de Marine Le Pen, qui recueille évidemment le plus d'échos, c'est mais est-ce que ça ne sont pas tous les immigrés qu'on a fait entrer en France qui maintenant se transforment ou en violeurs, ou en tueurs, ou en terroristes. Alors c'est naturellement exagéré, mais ce qui est réel, c'est que ça ne se passe pas au stade de l'immigration, ça se passe plus tard. Souvent, comme les
fils d'immigrés et petits-fils d'immigrés maintenant habitent dans les quartiers les plus pauvres, il est normal que ce soit dans les quartiers les plus pauvres, effectivement, qu'il y ait le plus de violence. Il reste que Marine Le Pen a réussi à sensibiliser les gens au problème de l'immigration. Est-ce que derrière les vagues d'immigration qui arrivent en Europe existent des terroristes cachés? Oui, peut-être. Mais enfin, l'immigration en France est de loin inférieure à ce qu'elle a été récemment en Allemagne, et de loin inférieure même à ce qu'elle est en Espagne. Il n'y a pas tellement de... ou en Angleterre, où au contraire, beaucoup d'immigrés veulent aller en Angleterre. Et s'ils s'arrêtent en France, à Calais, c'est pour aller en Angleterre. Donc, l'immigration n'est pas le seul problème, mais c'en est un. Mais là, par exemple, vous avez attiré l'attention sur le problème des féminicides, qui est effectivement terrible. Là, il y a des drames atroces qui ont lieu. On voit difficilement comment le gouvernement pourrait empêcher les fous. Si. Et les... Vous croyez que l'État peut... Pas l'État en tant que tel, mais enfin, nombre de femmes ont pour protéger les femmes, c'est ça? Nombre de femmes ont déposé plainte 4 fois, et quand ils déposent plainte dans des commissariats de police, les gens se disent, bon, tout le monde bat sa femme, après tout, voilà, ils le prennent comme ça quand même souvent à la première plainte. Mais là, vraiment, il est temps de dire à la police et à la justice, d'ailleurs, à la police de réagir à la première occasion, et à la justice de ne pas être trop laxiste et même trop compréhensible d'une certaine façon avec certains hommes qui battent leurs femmes. Alors ça arrive évidemment, quand ça arrive au féminicide, ça évidemment c'est autre chose. Mais moi j'ai l'impression quand même qu'une attention plus grande portée à ces problèmes, un bracelet électronique plus directement imposé à quelqu'un qui menace une compagne me semble s'imposer. Or, on dit aujourd'hui, il y a en France 1000 bracelets électroniques qui suivent donc les déplacements des uns et des autres et qui interdisent en tout cas au mari condamné d'approcher sa femme. Bon, sur les 1000 bracelets électroniques disponibles, il y en a 70 qui sont attribués à des hommes et qui en plus les trafiquent et arrivent quand même à passer les barrières. Donc il y a quand même quelque chose à faire pour, dès la première fois, interrompre ça. Maintenant, le problème n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des femmes qui ne disent rien, qui taisent, comme si c'était par peur. Et puis en se sentant, vous savez, quand des pervers persuadent une femme qu'elle est nulle, minable, etc., elle finit par y croire. Donc elle n'ose pas. Bon, c'est ça aussi qu'il faut dire. Il faut dire aux femmes, allez-y, vous serez protégées. Mais si on leur dit, allez-y, dénoncez votre mari au commissariat, et qu'après on ne fait rien, alors ça c'est l'exposé, au contraire. Bien sûr. Voilà. Oui. Alors, sans rapport aucun avec ce que vous venez de dire, est-ce que Marine Le Pen a changé, ou est-ce que finalement ce n'est qu'une apparence de changement? Est-ce que sur le fond, par exemple sur l'économie, vous pensez qu'elle s'est vraiment convertie à l'euro, ou que c'est juste pour des motifs électoraux qu'elle... Oui, je pense que d'abord, je pense que ça fait partie des leaders qui quand même ne considèrent pas que l'économie est un problème principal. Bon, alors elle a bien vu quand elle refusait l'euro, qu'il y a eu une très violente réaction des Français, y compris des plus de 50 ans, qui vraiment étaient très attachés à l'euro. Elle a compris finalement qu'il ne fallait pas attaquer en tant que telle la zone euro. Il y a des choses qui ne marchent pas, mais enfin, il y a des choses qui marchent, donc elle ne s'attaquera plus à ça. Ça, c'est pour des raisons uniquement électorales et politiques. En revanche, elle a autour d'elle maintenant un bataillon d'experts économiques qui ne disent pas leur nom, mais qui sont présents autour d'elle. Et par exemple, quand elle se lance dans une entreprise périlleuse pour elle, qui est une interview aux Échos, qui est un journal économique, elle fait très peu d'erreurs, parce qu'effectivement, ce sont quand même des experts qui sont autour d'elle, qui revoient le texte, enfin, je ne peux pas dire que ce soit sa première préoccupation. Elle a, comme beaucoup d'hommes politiques d'ailleurs, l'impression que l'essentiel, c'est le politique, c'est l'élan qu'on donne, et que le reste est quand même secondaire. De toute façon, par exemple, le seul
peut-être problème. Elle fait tout à fait campagne contre la mondialisation, mais elle serait au pouvoir. Qu'est-ce qu'elle fait? La France seule, chacun sait que c'est pas possible, parce que si on n'achète pas les produits américains, ils n'achètent pas nos produits à nous. C'est un exemple. Donc tout le monde sait que c'est un échange, maintenant que le monde est devenu un échange. Donc est-ce qu'elle, dans sa volonté de dire « Ah, c'est la mondialisation qui est mère de tous les dangers et est-ce qu'elle n'aura pas, là aussi, cela à revoir ?» Alors, pour le moment, elle ne le dit pas, mais sa première pensée, la mondialisation, c'est elle qui vous affaiblit, c'est elle qui casse le marché du travail, etc. On s'aperçoit que la mondialisation est heureuse pour beaucoup d'autres personnes. Vous avez mentionné le nom de Xavier Bertrand tout à l'heure. Oui. Quelle chance lui attribuez-vous d'avancer dans cette campagne? Écoutez, je pense qu'il prendra part à cette campagne. Sa détermination de se décider bien avant même que LR annonce des primaires, met quand même les LR devant le fait accompli. Bien sûr, et il en est sorti de ce parti-là, mais enfin il en est très proche et tout le monde le sait. Ces propositions qui ont été particulièrement redées, annoncées, etc., sont proches de celles qu'aurait LR. Et moi, je dois dire, je peux me tromper, hein, mais je vois mal une élection partielle en septembre pour déterminer qui sera le candidat à LR. Parce que de deux choses l'une, ou Xavier Bertrand, ce que je crois, dira « allez-y, j'y vais », il ira jusqu'au bout, il a dit qu'il irait jusqu'au bout, et à mon avis, il ira jusqu'au bout. Ou alors, c'est une des personnalités qui a moins d'éclat, enfin, on ne peut pas dire qu'Xavier Bertrand est un éclat, mais moins de légitimité, si vous voulez, qu'a Xavier Bertrand aujourd'hui. Donc je pense, peut-être ça va faire rire dans un an, mais je pense qu'il sera candidat à la présidence de la République et que ce sera le troisième homme. Alors il y a une lutte toujours entre le troisième et le second. Et est-ce que Édouard Philippe pourrait jouer un rôle dans cette campagne? Il pourrait bien sûr, à condition qu'il le veuille. Je crois que ce n'est pas quelqu'un capable de faire un croche-pied à Emmanuel Macron. En revanche, ça, si Emmanuel Macron était empêché, ce serait sûrement une aubaine pour lui. Mais je pense que dans les circonstances actuelles, oui, il pourrait. Et oui, il aurait beaucoup de chances d'être élu sûrement. Mais il n'ira pas contre Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ferait campagne pour lui, par exemple, à votre avis? Il ferait campagne pour... oui, il aidera sûrement, dit-il, c'est des candidats aux législatives qui suivront la présidentielle. Et même, oui, il aura ses propres meetings pour soutenir le président, je pense. Maintenant, que les relations entre les deux ne soient pas idylliques, c'est certain. Quand un président se sépare d'un Premier ministre, c'est toujours qu'il y a une raison. Ouais. Donc, je pense que l'enthousiasme d'Édouard Philippe à défendre Emmanuel Macron, il le fera parce que c'est un homme bien, mais l'enthousiasme est peut-être un peu amoché, quoi. On peut donc dire que vous avez, enfin, je constate que vous avez parfaitement décrit la situation et même en quelque sorte prédit un peu l'avenir, ce qui est toujours plus difficile. En ce qui concerne le passé. On peut se tromper. Mais tout ça, il y a quand même un énorme point d'interrogation, c'est de savoir si la pandémie va s'arrêter vraiment ou pas. Et ça, on n'en sait rien. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on voit bien qu'en France, certains territoires voient remonter la cote d'alerte. Il faut dire que nous avons maintenant le vaccin. Et que le vaccin est une arme qu'on n'avait pas, que personne n'avait, que le monde n'avait pas. Mais je ne pense pas, non, que ce soit fini. Je pense qu'il faudrait vacciner l'ensemble de la population pour que ça finisse. Et encore, il y a toujours des cas. Et comme vous savez, il y a des gens qui sont rétifs. Oui, il y a des gens qui sont rétifs, mais quand même de moins en moins. Hein. Mais il y en a qui restent rétifs. Et notamment, je regardais justement que dans la Seine-Saint-Denis, qui est le département de France qui a été le plus éprouvé, c'est le département où le moins de gens veulent se faire vacciner, comme s'ils pensaient que la mort était pour les autres. Alors, ils sont jeunes, évidemment, c'est une population plutôt plus jeune, mais même les plus vieux ne trouvent pas nécessaire, ont peur, disent ça change l'ADN, enfin, sont
particulièrement réceptifs aux arguments que partagent tous les hostiles, tous les anti-vax, comme on dit en France. Maintenant, si on additionne tous les gens qui ont déjà eu le Covid aux 50 millions de personnes qui seront vaccinés, normalement, effectivement, il reste un gap là, de gens irréductibles, mais ça existe dans tous les pays. On remarque qu'en Amérique, maintenant, après avoir vacciné à toute allure, la vaccination patine parce que les gens sont moins volontaires, et c'est le cas aussi en Angleterre. Merci beaucoup, Michel Cotta, de nous avoir apporté votre éclairage sur l'actualité. Merci à vous. Merci. À bientôt.